All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Good afternoon, welcome back. Bon après-midi à tous. Et la parole est au bureau du procureur. Et c'est à vous, Monsieur McDonald, de répondre. Monsieur McDonald, merci beaucoup. Je tiens à faire remarquer l'arrivée de deux nouveaux collègues, Madame Fernandez et Madame Ndagueri. C'est Madame Van Braun qui va répondre aux arguments de la défense. Merci. Le président, merci. Eh bien, bienvenue à tous ces nouveaux venus. Et vous avez la parole, Madame Van Braun. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, merci de répondre rapidement à ce qu'a présenté la défense en application de la règle 123. Le procureur a déjà répondu à certaines des questions qui ont été soulevées par la défense. Je serai rapide et surtout, je ne serai pas redondante. Premièrement, les contestations au DTC concernant la spécificité des charges. Contrairement à ce que dit la défense, les charges sont établies de façon extrêmement claire et extrêmement exhaustives. Elles sont le plus précises possible dans la mesure du possible et ne sont pas ambiguës. Monsieur Saïd a été averti à temps de ce qui lui est reproché. Il a donc eu le temps de se préparer. Et comme le demande le manuel de pratique et les autres textes, dans la DCC, on établit la portée géographique et temporelle des crimes, le nombre de victimes pour chaque incident, ainsi que tous les détails géographiques et temporels. Et les éléments subjectifs et objectifs des modes applicables de responsabilité. Et les crimes sont on sait exactement quels sont les crimes reprochés pour ces faits matériels. Le mémoire préalable au procès complète en fait le document contenant les charges. C'est le document qui résume et qui cite les éléments de preuve qui seront présentés. Ces citations avec les éléments de preuve doivent être bien sûr lus conjointement. Et le DCC est conçu afin d'établir les faits matériels et non pas afin de donner une version d'une histoire. Les faits matériels d'un incident peuvent évidemment constituer à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Et cette cour a l'habitude de toute façon de trancher ce genre de choses. Et maintenant, je vais parler de l'accusation de traitement cruel et inhumain, puisque ça a été soulevé par la défense. Contrairement à ce que dit la défense, l'accusation a établi exactement ce qui est constitutif d'un tel acte. Par exemple, le chef 12 déclare de façon explicite que c'est les conditions déplorables de détention et le fait de ne pas dire où se trouvaient ces détenus, voilà, CEDA, de ne pas donner l'information aux membres de la famille qui sont constitutifs justement de cet acte, de ces autres actes inhumains. Et l'assertion de la défense selon laquelle l'article 7.1K violerait le principe de la légalité n'est pas fondée. Et ils n'ont d'ailleurs cité aucune source juridique pour étayer leurs propos. Et j'aimerais être clair aussi, puisque c'est ce qu'a soulevé la défense. Monsieur Saïd n'est pas accusé de participation et sa responsabilité pénale personnelle n'est pas engagée pour les opérations de Boyrab. Mais les éléments de preuve montrent qu'il était présent lorsque les opérations ont été... Le fait qu'il était là lors des deux opérations a été divulgué de toute façon aux parties au cours de la période de mise en état, c'est la période préalable au procès, ce qui n'est pas nouveau. Et en ce qui concerne la divulgation, je
me réfère au propos de Monsieur le procureur avant la pause. Le procureur a bel et bien répondu à ces questions lors des étapes préalables au procès. La défense se lance dans des spéculations à propos des éléments de preuve qu'ils n'auraient pas reçus, mais ils ne sont pas du tout précis dans leurs demandes et ils n'arrivent pas non plus à nous démontrer en quoi ces éléments porteraient sur une question qui est en l'espèce. Donc, c'est M. Saïd qui est accusé ici et nous considérons que nous avons les éléments de preuve permettant d'établir sa responsabilité pénale individuelle, uniquement la sienne d'ailleurs, et nous n'avons jamais pensé que d'autres personnes aient pu commettre des crimes en même temps, ou avant ou après la période de référence. Il est certain que M. Saïd n'est pas le seul qui serait responsable de crimes commis au cours du conflit en République centrafricaine côté Séléka, ou d'ailleurs de quel côté que ce soit. Mais il n'est pas ici parce qu'il serait un subalterne des Séléka et de la coalition des Séléka. Il est là parce que les éléments de preuve montrent bien qu'il est responsable pénalement et individuellement. La défense a lancé des allégations assez graves concernant les enquêtes du procureur. Et ces allégations n'ont aucun fondement. Et pour être plus précis, j'aimerais maintenant que nous passions à huis clos partiel, s'il vous plaît. Le président, monsieur le greffier, veuillez nous passer à huis clos partiel. We're back in open session. Le greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le président poursuivait. Les autres individus auxquels est fait référence par la défense sont aussi interviewés, y compris sur les contextes plus larges du conflit, au-delà de ce qui est exactement pertinent en l'espèce. Donc, pour conclure, je répète, les charges qui sont listées, qui ont été établies, portent sur M. Saïd, sur son comportement et sur sa conduite. Et elles sont extrêmement claires, définies et sont extrêmement exhaustives. Et la défense n'a pas réussi à soulever le moindre doute à propos de cela. Le président, très bien, nous avons pris note des observations de la défense, de la réponse de l'accusation et donc de la règle 22, paragraphe 6 du règlement de procédure et de preuve fait que nous trancherons cela en temps et heure. Maintenant, nous allons entendre les présentations sur le fond. Nous commençons bien sûr par le bureau du procureur. Vous avez 1h30, Monsieur MacDonald. Et si à 4 heures vous n'en avez pas terminé, on verra comment nous pouvons gérer la chose. Peut-être demander aux interprètes d'être indulgents et de continuer votre discours. Mais allez-y, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, nous avons l'intention de terminer dans les temps, puisque j'en ai pour à peu près 1h15. On terminera avant 16 heures, le président. J'en suis ravi.
Monsieur McDonald, enfin, j'ai l'intention de terminer avant 4 heures. Le président, alors cette réserve est beaucoup moins appréciée, en revanche. Monsieur McDonald, je voudrais d'abord bien régler les problèmes techniques éventuels. I would kindly ask Donc, pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la main et donc montrer une présentation PowerPoint qui va passer sur le canal Évidence 2. Le président, allez-y. Thank you, Your Honor. Merci beaucoup. Je vais m'adresser à la Chambre maintenant en français et l'ensemble de ma présentation sera fait dans cette langue. Je tiens à rassurer tous et chacun qu'aucune session à huis clos partielle ne sera nécessaire. Et si jamais, pour quelque raison que ce soit, je commettais un impair, je suis certain que on pourra expurger, si nécessaire, la retransmission en différé. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je vais exposer les moyens à charge concernant Monsieur Saïd. La Chambre a déjà pu prendre connaissance de notre mémoire de préconfirmation. Alors, mes observations aujourd'hui vont se concentrer sur les aspects clés des éléments de preuve présentés par l'accusation à l'appui des faits essentiels sur lesquels reposent les charges. Nous vous soumettons qu'il existe des motifs substantiels de croire que M. Saïd a commis les crimes qui lui sont reprochés et qu'il doit donc être renvoyé en jugement. Les éléments de preuve démontrent que M. Saïd est pénalement responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis entre avril et novembre 2013 dans 2 sites de détention. Je vais les répéter en français, malgré le fait que ma collègue de l'OPCV l'ait fait, mais je crois qu'il est important de se rappeler qu'il s'agit de l'Office central de répression du banditisme, donc connu sous l'acronyme d'OCRB. Et l'autre endroit, l'autre site, était le Comité extraordinaire pour la défense des acquis démocratiques, soit le CEDAD. Alors, je vous invite à regarder vos écrans. Encore une fois, nous pouvons voir les crimes présumés commis à l'OCRB. Je ne vais pas les relire. Ils sont devant vous, mais il s'agit donc des chefs 1 à 7 en vertu de l'article 7 et 8 du statut, à savoir crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sur la prochaine diapo, vous pouvez voir maintenant les crimes reprochés et allégués commis au CEDAD. Il s'agit encore une fois de 7 chefs, toujours sous l'article 7 et 8 du statut, donc crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les charges reposent sur des éléments de preuve allant de plusieurs témoins initiés, ou ce que l'on appelle dans notre jargon témoins insiders, des documents, des vidéos et des photographies. Mais surtout, elles reposent sur les récits des victimes elles-mêmes. Les victimes ont fourni des récits déchirants de leur souffrance aux mains de M. Saïd et de ses
subordonnés et collaborateurs. Et je vais résumer succinctement aujourd'hui. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, ma présentation portera tout d'abord sur les éléments de preuve à l'appui des éléments constitutifs du chapeau des articles relatifs aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dans un premier temps. Je décrirai ensuite le rôle de M. Saïd à l'OCRB et par la suite au CEDAD, donc les deux endroits où les crimes reprochés ont été commis en 2013. Enfin, je reviendrai sur les crimes commis dans ces deux lieux de détention et également décrirai brièvement les éléments de preuve à l'appui des contributions de M. Saïd à ces mêmes crimes. Alors, laissez-moi débuter par les crimes constitutifs du chapeau de l'article relatif aux crimes de guerre. Les crimes de guerre ont été commis entre avril et novembre 2013. Tout au long de cette période, un conflit armé interne faisait rage en République centrafricaine. Le conflit a commencé toutefois bien avant les crimes reprochés et s'est poursuivi par la suite, également pendant plusieurs mois. À la fin 2012, François Bozizé était alors président de la République centrafricaine. Le procureur ce matin a rappelé qu'il avait pris lui-même le pouvoir suite à un coup d'État en mars 2003. L'une des parties au conflit armé était une coalition rassemblant plusieurs factions politiques et de groupes armés appelés la Seleka. M. Saïd appartenait à ce groupe. Deux des principaux chefs de la Seleka étaient M. Michel Djotodia et Noureddin Adam. De l'autre côté, l'autre partie au conflit armé était un groupe de forces loyales à la cause du président Bozizé. Nous les appellerons les forces pro-Bozizé. Au cours du conflit, les forces pro-Bozizé ont été réorganisées en vue d'intégrer des groupes d'autodéfense préexistants ou nouvellement créés. Ces groupes ont évolué au cours du conflit et sont devenus ce que l'on connaîtra comme étant les anti-Balaka. Les dirigeants du groupe comprenaient Bozizé et des membres de son cercle rapproché, dont Lévi Yakete, Patrice-Édouard Ngaïsona, Bernard Mokom, Maxime Mokom et Olivier Coudemont. Laissez-moi maintenant revenir sur certains points clés du conflit. Vers le mois d'août 2012, la coalition rebelle Seleka a fait son apparition dans le nord-est de la République centrafricaine. Cette coalition était unie notamment par un sentiment d'insatisfaction envers Bozizé et son désir de le chasser du pouvoir. Le 24 mars 2013, la Seleka a pris le contrôle de Bangui, après avoir vaincu les forces nationales et troupes sud-africaines. Elle a renversé Bozizé, qui, avec ses alliés, a été poussé à l'exil. Le chef de la Seleka, Michel Djotodia, s'est autoproclamé président de la République centrafricaine. L'attaque de la Seleka sur Bangui a révélé ses compétences et forces militaires.
Elle a contraint Bozizé et ses alliés à battre en retraite et le conflit a temporairement connu une période d'affrontement moins intense. Mais elle n'a pas mis fin à la guerre. Car, honorable juge, il n'y a eu aucun règlement pacifique du conflit. Il n'y a eu aucune absence durable d'affrontement armé entre les parties au conflit. Et plus, il y a eu clairement une reprise des affrontements armés entre les deux mêmes parties au conflit. Après la prise de Bangui, la Séléka anticipait une contre-attaque et a immédiatement mis en place un plan pour contrer une telle attaque. De leur côté, Bozizé et ses alliés ont rapidement entrepris de regrouper leurs combattants et de soutenir, former et consolider les groupes d'autodéfense dans le but de reprendre le pouvoir par la force. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils feront. Un nombre important de combattants expérimentés sont restés fidèles à Bozizé. Parmi eux se trouvaient d'anciens membres des forces armées centrafricaines, connus sous le nom de FACA et de la garde présidentielle de Bozizé. Bien que la prise de contrôle de Bangui par la Séléka ait forcé la plupart de ses combattants à quitter Bangui, ils se sont repliés en bon ordre. Ils ont eu le temps et la force de cacher et d'emporter des stocks d'armement militaire. De nombreux combattants pro-Bozizé se sont regroupés dans la région frontalière de la République centrafricaine, attendant le moment propice pour lancer une contre-attaque. Certaines forces loyales à Bozizé sont restées en Centrafrique et ont opposé une résistance armée. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous voyez, je porte votre attention sur la carte qui apparaît à l'écran. Dans un premier temps, vous pouvez y voir Bangui. La ville se situe à la frontière avec la République démocratique du Congo. Lors de la prise de Bangui par la Séléka, Bozizé et ses proches collaborateurs se sont enfuis à Yaoundé, la capitale du Cameroun. De nombreux combattants pro-Bozizé se sont aussi repliés en République démocratique du Congo, par-delà la rivière Ubangui, dans une ville appelée Zango. D'autres combattants se sont retirés dans les zones situées à la frontière avec le Cameroun. Ils se sont rassemblés dans des endroits comme Bertoua et Garoua-Boulaye. Ces lieux ont été choisis stratégiquement car ils se trouvaient à proximité de la principale route d'approvisionnement entre le Cameroun, Yaoundé, sa capitale, et Bangui. Quelques semaines après avoir fui Bangui, M. Bozizé organisait des réunions de haut niveau pour planifier son retour au pouvoir. Ses collaborateurs communiquaient avec les groupes d'autodéfense préexistants et les nouvelles recrues, afin de les organiser, les armer et les former. Notre mémoire de préconfirmation dénote d'autres exemples. Mais dès juin 2013, des entraînements militaires structurés, supervisés par d'anciens membres des FACA avaient lieu dans des endroits tels que Zongo et Kalongoy en RDC et Gobéré. Et ce, sur le territoire même de la République centrafricaine, comme vous pouvez le voir sur la carte. C'est à cette époque que les forces pro-Bozizé ont commencé à résister, y compris en lançant des attaques contre la Séléka.
différents acteurs parmi les forces pro-Bozizé ont gagné en importance au cours de cette période. Et le mouvement s'est fait connaître, comme je le précisais plus tôt, sous le nom d'Anti-Balaka. Cependant, il s'agissait, Monsieur le Président, du même groupe armé organisé qui combattait la Séléka de façon continue depuis la fin 2012. Dans les mois qui ont suivi la prise du pouvoir par la Séléka, les anti-Balaka ont lancé des attaques majeures et ont commencé à reprendre des territoires à la Séléka. Encore une fois, notre mémoire de préconfirmation, et je cite à titre d'exemple, une attaque importante des anti-Balaka a eu lieu en septembre 2013 à Bassangoa. Le 5 décembre 2013, les anti-Balaka ont mené une attaque coordonnée à grande échelle sur Bangui dans le but de renverser la Séléka. Des alliés de longue date de M. Bozizé, parmi lesquels Maxime Mokom et Alfred Yekatom, ont supervisé cette attaque sur Bangui. On m'informe que je vais peut-être un peu vite. Je crois que le transcrit anglais certainement m'a rattrapé. En quelques semaines, Michel Djotodia, notamment sous la pression ou sous pression internationale, a été contraint de démissionner et la Séléka a dû battre en retraite. Toutefois, les hostilités entre les anti-Balaka et les Séléka se sont poursuivies tout au long de l'année 2014, bien au-delà de la période visée par les charges portées contre M. Saïd. Honorable juge, tel que détaillé dans notre mémoire de préconfirmation, à l'époque des faits reprochés, nous soumettons qu'un conflit armé non international était en cours. Je vais maintenant aborder les éléments constitutifs, ou les éléments contextuels des crimes contre l'humanité. Lors de la période visée par les charges, les éléments de preuve au dossier démontrent que la Séléka a mené une attaque à la fois généralisée et systématique en application et dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation contre la population civile de Bangui, considérée comme acquise à la cause de M. Bozizé. Comme je viens de le mentionner, après avoir pris le pouvoir en mars 2013, la Séléka savait que M. Bozizé et ses alliés cherchaient activement à revenir au pouvoir. Les Séléka savaient très bien qu'une menace persistait pour leur régime. En réaction, ils ont entrepris de supprimer toute résistance à leur régime. Ils n'ont pas fait de distinction entre les opposants politiques pacifiques et les menaces réelles pour la sécurité. Au contraire, ils ont pris pour cible tous les partisans présumés de Bozizé. Les Séléka ont identifié les partisans présumés de M. Bozizé en se basant sur une variété de facteurs qu'ils considéraient comme indicatifs du soutien à M. Bozizé.
Il visait en particulier les chrétiens, les personnes d'origine ethnique Gbaya, Manja ou Banda, les anciens membres des FACA ou de la garde républicaine, et quatrièmement, les résidents de certains quartiers de Bangui traditionnellement favorables à M. Bozizé. Les crimes commis par M. Saïd et ses subordonnés à l'OCRB et au CEDAD faisaient partie de cette attaque. Je reviendrai bientôt sur les crimes qui ont été commis aux 2 sites de détention, mais avant de ce faire, permettez-moi de décrire d'autres événements survenus pendant l'attaque, y compris lors des 4 événements additionnels décrits dans le document de notification des charges au soutien des éléments contextuels des crimes contre l'humanité. Ces événements additionnels font partie de l'attaque contre la population civile et sont les suivants. Survenus à Bangui. En avril 2013, la Séléka a lancé une offensive contre le 7e arrondissement de Bangui. En avril 2013 toujours, la Séléka a mené sa première opération dans le quartier de Boerab. En août 2013, la Séléka a mené une seconde opération dans le quartier de Boerab. Et enfin, entre avril et août, il y avait, en juillet 2013, une attaque ciblée de passagers d'un minibus au poste contrôle point kilomètre 9, que vous pouvez voir sur votre carte. Alors, j'attire immédiatement votre attention et nous soumettons qu'il y a une erreur dans notre annexe B de notre mémoire de préconfirmation, que nous avons placé PK9 au mauvais endroit. Mais ici, il est bien au bon endroit. Encore une fois, il y avait une erreur de coordonnées GPS. Alors, nous pourrons amender et changer cette annexe dans une écriture, comme on dit en anglais, as soon as possible. Je continue. L'offensive contre le 7e arrondissement et les opérations menées dans le quartier de Boerab étaient des attaques à grande échelle lancées contre des zones résidentielles densément peuplées. Il ne s'agissait pas d'opérations de sécurité visant à neutraliser des combattants. Pourquoi? Comment? Eh bien, un examen des types de victimes et des types de crimes commis le démontre clairement. Les Séléka ont sciemment pris pour cible des personnes âgées, des femmes et des enfants. Honorable juge, vous pouvez voir maintenant sur votre écran une femme nommée Sandrine et son bébé qui ont été abattus par les Séléka dans leur propre maison lors de l'opération menée dans le quartier de Boerab en avril 2013. Au cours de cette même opération, les Séléka ont violé plusieurs femmes. Il s'agissait d'actes ciblés et systématiques. À titre d'exemple, une victime décrit avoir été violée collectivement pendant plusieurs jours sur l'ordre d'un chef militaire de la Séléka.
Honorable juge, ce viol était un acte de pure vengeance contre une famille accusée de soutenir Bozizé. Lors des événements survenus dans le 7e arrondissement et le quartier de Boyrab, les Séléka sont passés de porte en porte, pillant les maisons de fond en comble. Là encore, ces actes ont été menés de façon systématique. Les pillages commis à l'occasion des événements de Boyrab ont duré plusieurs jours et des centaines d'éléments de la Séléka y ont participé. La Séléka avait également recours à des indicateurs ou informateurs qui signalaient l'emplacement des maisons habitées par des non-musulmans. Ces maisons et leurs occupants étaient la cible de violences, tandis que les maisons de musulmans, elles étaient épargnées. D'autres témoins décrivent que les Séléka saisissaient arbitrairement des hommes et des garçons dans la rue. Et ils les forçaient à s'allonger sur le sol en rang et les exécutaient un par un. Des témoins décrivent comment, pendant la deuxième grande opération menée dans le quartier de Boyrab au mois d'août 2013, ils ont échappé de justice. Même, en juillet 2013, les Séléka ont arbitrairement arrêté, torturé, puis assassiné un groupe de passagers d'un minibus au poste contrôle de PK9. Alors, qu'avaient fait ces victimes? Ces victimes étaient les passagers d'un bus dans lequel les Séléka ont trouvé un sac contenant des T-shirts à l'effigie de M. Bozizé. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, les crimes reprochés ont été commis, nous vous soumettons, en application et dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation. Ceci est démontré par le schéma ou pattern en anglais, un pattern constant de violence dont la population civile ciblée a été victime aux mains des Séléka. Les commandants et membres de la Séléka, quelle que soit leur appartenance nationale ou ethnique, ont travaillé ensemble et attaqué la population civile de Bangui qu'elles percevaient comme partisane de Bozizé, et ils ont fait beaucoup de victimes. Encore une fois, à titre d'exemple, Adam et des commandants de haut rang étaient présents sur le terrain. Ils donnaient des ordres pendant les opérations qui se sont déroulées sur plusieurs jours. La politique d'un État ou organisation est aussi démontrée par les paroles et gestes des commandants de la Séléka lors de la coordination de l'attaque. Toujours Noureddin Adam, à l'époque, effectivement, ministre de Sécurité publique, et le supérieur de M. Saïd, a déclaré que Boyrab devait être brûlé. Témoin P. 1719. Noureddin Adam a aussi déclaré que les victimes de l'OCRB, qu'elles étaient, et je cite, des bêtes qui soutenaient Bozizé. Témoin P. 0622.
les crimes commis à l'OCRB et au CEDAD, que vous pouvez voir maintenant à l'écran, font partie de l'attaque. Les crimes commis à l'OCRB et au CEDAD ont aussi été planifiés, coordonnés et supervisés par des chefs militaires de la Seleka. Ils ont été exécutés selon un mode opératoire systématique. Ils ont été commis de façon régulière sur une période prolongée qui a fait de nombreuses victimes. Permettez-moi maintenant, avant d'aborder les crimes reprochés, de décrire le rôle de M. Saïd à l'OCRB et au CEDAD. Après la prise de contrôle de Bangui par la Seleka, l'a ouvert le 12 avril 2013. M. Saïd a été nommé chef de facto du bureau central de l'OCRB par M. Nouraddin Adam, le ministre de la Sécurité publique de l'époque. Vous avez les décrets. C'est sur la liste. C'est dans le document Notre mémoire. L'OCRB était une unité de police dans le centre de Bangui et effectivement une institution centrafricaine telle que mentionnée par nos collègues, préexistante à la prise de contrôle de Bangui par la Seleka. Sur vos écrans, vous pouvez voir une vue aérienne de l'OCRB. Il s'agit d'une image satellite d'un site bien connu qui date de 2013, donc l'année en question. Avec son adjoint Mahamat Tahir et ses proches collaborateurs, Hissène Demboucha et Soumayele Yaya, M. Saïd était à la tête de plus de 60 éléments de la Seleka et ce centre entre le 12 avril et le 31 août 2013. À votre écran, vous pouvez voir dans un premier temps une liste, l'ensemble de la liste des membres de la Seleka produite à l'époque des faits et authentifiée par un témoin insider. Et cette liste montre que M. Saïd en était le responsable. Vous voyez le nom de M. Saïd qui figure à l'entrée numéro 1 et celui de M. Mahamat Tahir à l'entrée numéro 2. Encore une fois, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, des documents de l'époque au moment des faits. D'autres Seleka de haut rang étaient en contact régulier avec M. Saïd à l'OCRB, dont Hissène... Oui, c'est ça. Excusez-moi. Un petit instant. Oui, c'est ça. Donc, d'autres Seleka de haut rang étaient en contact régulier avec M. Saïd à l'OCRB, dont M. Demboucha, Mahamat Saleh Adoum Kété, de son nom complet, et M. Adoum Rakis. Les éléments de preuve démontrent que M. Saïd était le membre des Seleka le plus influent à l'OCRB. M. Saïd a exercé son contrôle sur l'OCRB jusqu'à la fin du mois d'août, soit le 31 août 2013, date à laquelle la Seleka a été chassée de l'OCRB en raison des crimes allégués qui y auraient été commis. M. Adam, le supérieur de M. Saïd, a été relevé de ses fonctions de ministre et nommé directeur du CEDAD, encore une fois, par décret, le 22 août 2013. Et le document qui est sur la liste des éléments à charge.
Pour sa part, l'enceinte du Cedad se trouvait dans une villa située dans un quartier résidentiel à la périphérie du centre de Bangui. Encore une fois, une image satellitaire datant de 2013. Des témoins dits insiders décrivent M. Saïd que M. Saïd est devenu commandant des opérations pour Adam et à ce titre avait autorité sur les Séléka en poste à l'OCRB. M. Saïd a reçu et exécuté les ordres d'Adam. M. Saïd a recruté d'anciens Séléka de l'OCRB et les a transférés au Cedad. M. Saïd a organisé et supervisé les patrouilles chargées des arrestations des victimes et il a lui-même participé aux arrestations. Selon le décret numéro 1318, le Cedad était un service de renseignement chargé de lutter contre les menaces touchant à la sécurité nationale. Cependant, la Séléka, sous l'égide d'Adam, a transformé le Cedad en un centre de détention secret, sans contrôle judiciaire. M. Saïd et ses subordonnés ont fait subir peur et souffrance aux détenus et à leurs familles, et ce jusqu'au 8 novembre 2013 au moins. Laissez-moi maintenant revenir à l'OCRB et décrire les crimes qui y ont été commis. Alors, une fois que j'aurai décrit ces crimes, j'aborderai la question de la responsabilité pénale individuelle de M. Saïd. Au paragraphe 33 du document de notification des charges et au paragraphe 141 à 200 du mémoire de préconfirmation, l'accusation a décrit les faits essentiels et les éléments de preuve à l'appui des charges au chef 1 à 7. Sous vos écrans, se trouve une image de l'enceinte de l'OCRB. On peut y voir la porte principale. L'enceinte est entourée de hauts murs. Elle comprenait 7 cellules en surface. Sur l'image suivante, vous pouvez voir l'intérieur d'une des cellules, depuis la porte vers le fond, et du fond vers la porte qui est ouverte ici. Je note, et les dates sont indiquées, 2016, lors d'une mission de l'accusation au site même. Donc, ce ne sont pas des photos qui datent de 2013. Entre le 12 avril 2013 et son départ de l'OCRB le 31 août 2013, M. Saïd ainsi que son adjoint et ses proches collaborateurs ont arrêté et détenu des partisans présumés de Bozizé dans leur cellule de surface, ainsi que dans la cellule sous son bureau. Les détenus étaient en majorité des hommes de religion chrétienne et issus de certains groupes ethniques traditionnellement acquis à la cause de M. Bozizé. En outre, certains détenus exerçaient des professions ou avaient occupé des postes qui étaient également considérés comme liés à M. Bozizé ou à son ancien gouvernement. Ces hommes ont été privés de leurs droits fondamentaux, arrêtés arbitrairement, soumis à des conditions de détention inhumaines, et beaucoup n'ont pas bénéficié d'un examen de la légalité de leur détention.
Les prisonniers étaient détenus dans des conditions effroyables. Les cellules étaient surpeuplées. Environ 12 à 15 détenus étaient entassés par cellule. Ces cellules, elles étaient petites, étouffantes et sans fenêtre, et avec un seul seau en guise de toilette. Elles ne recevaient que peu ou pas de nourriture et d'eau, ce qui les obligeait à boire leurs propres urines. Les détenus étaient effrayés, affamés, assoiffés et incapables de dormir. Le témoin P622 déclare, et je cite, « Il était impossible de se coucher à même le sol, car la cellule était remplie. » Fin de la citation. Le témoin ajoute, et je cite, « J'avais tellement soif que je n'avais pas d'autre choix que de boire mon urine. » Fin de la citation. Au cours de la période concernée par les accusations, au moins 31 détenus de sexe masculin ont également été détenus dans la cellule connue sous le nom de trou, le sous-sol. Monsieur le procureur a décrit ce matin les conditions atroces dans lesquelles les victimes étaient détenues. Je n'y reviens donc pas. Mais il est important de noter que la présence des détenus dans ce trou était tenue secrète des visites des autorités. Le témoin P0547 affirme qu'il n'y avait aucune trace de sa détention dans les registres de l'OCRB. Le commandant Yaya avait dit à ses hommes que si des proches du témoin venaient à l'OCRB, de leur dire qu'il avait été emmené ailleurs. Déclaration du témoin P 0547. La privation des droits des détenus, les conditions de détention inhumaines et le caractère arbitraire des arrestations satisfont aux éléments de crime d'emprisonnement constituant un crime contre l'humanité. Cependant, les mauvais traitements infligés aux détenus allaient bien au-delà des conditions inhumaines. M. Saïd et ses collaborateurs ont soumis au moins 16 détenus de sexe masculin à la méthode de torture appelée l'arbatachar. Monsieur le Président, Madame les juges, encore une fois, vous avez vu ce matin les horribles blessures causées par la méthode en question. Les détenus étaient attachés selon cette méthode, non seulement selon cette méthode qui en soi, nous vous soumettons, constitue torture, mais en plus, ils étaient battus afin de les extorquer des informations et des aveux. Arbatachar, battu, ou sinon battu, sans la méthode Arbatachar, battu. Des témoins affirment qu'ils ne pouvaient plus marcher, qu'ils étaient incapables d'utiliser leurs membres. Certains étaient temporairement paralysés. D'autres avaient les bras décolorés et ne pouvaient même plus se nourrir. D'autres étaient tellement épuisés qu'ils avaient besoin d'aide pour ne serait-ce que changer de position. Et d'autres encore ont souffert d'infections. Honorable juge, cette méthode satisfait aux éléments du crime de torture constituant un crime contre l'humanité et un crime de guerre.
Non seulement est-ce que la méthode en question cause une douleur extrême, mais la méthode, nous vous soumettons, place la victime dans une position corporelle destinée à l'humilier et à la dégrader, ce qui satisfait également aux éléments du crime d'atteinte à la dignité de la personne constituant un crime de guerre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres formes de mauvais traitement atteignaient le niveau de torture et étaient aussi infligées à l'OCRB. Celles-ci comprenaient des passages à tabac intensifs, notamment avec des fouets, des planches, la crosse de fusil, des coups de pied, créant des plaies ouvertes, des blessures ouvertes. L'un des détenus, le témoin P2263, arrêté en juillet 2013 pour une histoire de traque, déclare, et je cite, « Il nous a donné l'ordre, un par un, de nous allonger par terre sur le ventre. Je l'ai entendu dire à ces hommes en sango de nous frapper et de nous mettre dans les cellules. Les Séléka ont amené un bidon d'essence de 20 litres rempli d'eau et ont mélangé l'eau avec la terre qui était à côté de nous. Un par un, nous avons dû nous soumettre au rituel que je vais décrire. Nous avons dû nous allonger et ils ont étalé de l'eau et de la boue sur notre dos. Puis, ils ont ajouté des graviers provenant du sol. Je pense que c'était pour accentuer la douleur. Les Séléka sont ensuite venus avec des cordes, habituellement utilisées pour attacher les vaches. Ils nous ont frappés sur le dos avec une corde chacun leur tour. Lorsque l'un était fatigué, un autre prenait la relève. L'ordre était de nous fouetter chacun 20 fois. Il recommençait si quelqu'un faisait du bruit pendant qu'il nous battait. Pendant les coups, j'ai uriné sur moi. Je sais que quelqu'un a déféqué dans ses sous-vêtements. La Séléka aussi infligeait de graves souffrances mentales en menaçant de tuer les détenus. La preuve révèle que M. Saïd a lui-même, vis-à-vis un témoin, fait une simulacre d'exécution à un détenu qui l'accusait de soutenir M. Bozizé. La torture à l'OCRB a été pratiquée dans le but spécifique d'infliger des douleurs physiques et des souffrances psychologiques et d'obtenir des informations ou des aveux, de punir, d'intimider ou de contraindre les personnes détenues. Pendant toute la période visée par les charges, les détenus torturés étaient sous la garde et le contrôle des Séléka, qui étaient des subordonnés de M. Saïd. Les prisonniers détenus à l'OCRB étaient à tout le moins hors de combat ou encore étaient des civils, des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités. Enfin, les Séléka ont pris pour cible les victimes en raison de leur identité, de leur religion, de leur appartenance ethnique et de leur sexe. Les victimes ont été prises pour cible pour des motifs politiques, car elles étaient considérées comme acquises à la cause de l'ancien président Bozizé. M. Saïd lui-même a accusé des témoins de soutenir Bozizé. Des subordonnés et collaborateurs ont également tenu de tels propos envers les détenus lors des interrogatoires ou de leur mauvais traitement.
En outre, les éléments de preuve montrent que les motifs ethniques, religieux ou sexistes peuvent également être invoqués sur la base des éléments de preuve disponibles. Les victimes étaient en grande majorité issues de certains groupes ethniques comme les Bayas. Les victimes étaient chrétiennes, les victimes étaient presque exclusivement des hommes. L'intention discriminatoire de M. Saïd est établie par le mode opératoire analogue des crimes commis à l'encontre des victimes qui est décrit au paragraphe 33 du document de notification des charges. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, les éléments de preuve résumés dans le mémoire de préconfirmation établissent clairement l'existence de motifs substantiels de croire que les crimes d'emprisonnement, de torture, de traitement cruel, d'autres actes inhumains, d'atteinte à la dignité de la personne et enfin de persécution ont été commis à l'encontre des détenus de l'OCRB. Je note qu'il y a peut-être des expurgations qui se font. Je m'en excuse. Vaut mieux effectivement d'être prudent. Laissez-moi maintenant brièvement. I agree, it is better to be cautious. Président, je suis d'accord, il vaut mieux être prudent. Je vais maintenant aborder les quelques éléments au niveau des modes de responsabilité. Alors, M. Saïd est inculpé des crimes qu'il a commis en vertu des modes de responsabilité prévus aux articles 25.3a, B, C et D. Cependant, pour les fins de ma présentation, je ne résumerai que les éléments de preuve relatifs à l'article 25.3a, car ces mêmes éléments de preuve relatifs donc à l'article 25.3a sont tout aussi applicables au mode de responsabilité subsidiaire prévu aux articles 25.3b, C et D. Nous demandons, Monsieur le Président, respectueusement à votre Chambre de confirmer les charges selon ces 4 modes de responsabilité et de laisser l'ultime décision sur cette question à la Chambre de première instance, si vous étiez pour confirmer les charges, évidemment. Honorable juge, les éléments de preuve au dossier démontrent que M. Saïd a participé aux crimes allégués commis à l'OCRB en tant que co-auteur direct, au sens de l'article 25.3a. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 201 à 242 de notre document de notification des charges, M. Saïd avait un plan ou un accord avec, et je cite, les personnes suivantes. Leurs noms apparaîtront à l'écran. M. Mahamat Nouraddin Adam, qui était le supérieur de M. Saïd. M. Mahamat Tahir, son adjoint. M. Soumayele Yaya, son collaborateur le plus digne de confiance. M. Mahamat Saleh, un membre de haut rang de la Seleka. M. Hissène Mboucha, un membre de haut rang de la Seleka, qui était aussi adjoint de M. Saleh. Adoum Rakis, chef adjoint de la police centrafricaine. Et enfin, M. Fadoul Al-Bachar, chef adjoint du CEDAD. Et aussi, il y avait évidemment d'autres Seleka de l'OCRB. L'accord visait à prendre pour cible les partisans présumés de M. Bozizé en commettant les crimes visés au chef 1 à 7. L'existence d'un tel accord
est non seulement établie par la coordination mutuelle et régulière en vue de la commission des crimes, mais également dans l'exécution de ces mêmes crimes. L'exécution des crimes révèle cette coordination également. M. Saïd a exercé un contrôle sur la commission des crimes du fait de ses contributions essentielles à l'accord des co-auteurs. L'accusation s'appuie sur les éléments de preuve d'au moins 9 témoins insiders attestant de la contribution essentielle de M. Saïd au crime. En outre, plusieurs victimes décrivent elles-mêmes la participation directe de M. Saïd à leurs arrestations et aux mauvais traitements graves qu'elles ont subis. Les témoignages des victimes sont également étayés en partie par des éléments de preuve documentaires. Pendant toute la période visée par les charges, M. Saïd contrôlait l'OCRB et à ce titre a ordonné et supervisé l'arrestation et la détention de ses partisans, des partisans de M. Bozizé. Il a également ordonné la détention de certains d'entre eux dans la cellule appelée le Trou, sous son bureau. M. Saïd contrôlait l'accès à cette cellule sous son bureau. Il pouvait, nous vous soumettons, voir, entendre et même sentir les détenus sous son propre bureau. Il était donc également parfaitement au courant de leurs conditions de détention et de l'absence totale de procédures judiciaires régulières. Vous pouvez maintenant voir sur vos écrans un ordre de libération d'un détenu. Il est signé par M. Saïd lui-même. La lettre C est l'abréviation de colonel. Les lettres MSAK sont les initiales du nom de M. Mahamat Saïd Abdelkani. Monsieur le Président, honorable juge, M. Saïd a approuvé la méthode de torture de l'Arbatachar, déclarant au personnel de l'OCRB que c'était le meilleur moyen d'obtenir des aveux. Ainsi qu'il est indiqué dans notre mémoire au paragraphe 226 à 235, M. Saïd a fourni au Seleka des armes, de la nourriture, des véhicules, des uniformes et des cartes d'identité. Sur vos écrans, vous pouvez voir une telle carte d'identité. Encore une fois, les initiales CMSAK font référence au colonel Mahamat Saïd Abdelkani. M. Saïd dirigeait des Seleka lors des opérations qui étaient menées sur le terrain et qui comprenaient des arrestations. Son propre numéro de portable, son numéro de téléphone portable apparaissait, figurait sur les véhicules de l'OCRB. Avec ses subordonnés Yahya et Tahir, M. Saïd menait également des interrogatoires violents depuis un autre bureau situé sous un arbre dans la cour intérieure de l'OCRB. Un témoin a même décrit avoir été soumis à un simulacre d'exécution par M. Saïd lui-même. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, les éléments présentés par l'accusation démontrent également que M. Saïd a contribué intentionnellement au crime reproché et en connaissance de cause. Il était présent en permanence à l'OCRB pendant la période visée par les charges. M. Saïd était également le plus influent des Seleka postés à l'OCRB. Il donnait des ordres et administrait l'OCRB. Les éléments de preuve démontrent que la cellule souterraine se trouvait dans son bureau et qu'il a ordonné que des personnes y soient détenues.
Il a également participé lui-même à des arrestations et à des mauvais traitements physiques de détenus. Il coordonnait et communiquait régulièrement avec ces éléments qui maltraitaient également les détenus. En d'autres mots, il avait connaissance. Enfin, pour les éléments de preuve à l'appui des modes de responsabilité subsidiaire, comme je l'ai mentionné, ils s'appliquent tout autant et nous vous référons, Monsieur le Président, honorable juge, au paragraphe 243 à 254 de notre mémoire de préconfirmation. Je vais maintenant aborder les crimes commis au CEDAD. Après le 31 août 2013, M. Saïd ainsi que d'anciens sélécats de l'OCRB ont été transférés à l'enceinte du CEDAD, également située à Bangui, que vous pouvez voir sur vos écrans. Vous voyez le mur extérieur du CEDAD et sa porte principale. Image, encore une fois, de la mission de l'accusation sur le terrain en 2016. Monsieur le Président, honorable juge, le CEDAD n'avait de démocratique que le nom, car entre au moins le 15 septembre et là vers le 8 novembre 2013, au minimum 33 personnes considérées comme acquises à la cause de M. Bozizé ont été enlevées et détenues dans les petites cellules du CEDAD par M. Saïd et ses collaborateurs. Le mode opératoire, le modus operandi au CEDAD était également le suivant. Tel que décrit au paragraphe 64 du document de notification des charges, les victimes étaient enlevées à leur domicile ou dans la rue et violemment forcées de monter dans des véhicules. Ces véhicules avaient les vitres teintées et sans plaque d'immatriculation, ce qu'on appelle, en bon québécois, des véhicules fantômes. Les victimes étaient encagoulées et battues. Dans certains cas, une poudre de piment était ajoutée aux cagoules, ce qui brûlait les yeux des victimes. Souvent, la patrouille d'arrestation tournait en rond dans Bangui pour s'assurer que les victimes encagoulées, ne puissent repérer l'endroit où elles étaient emmenées. Le CEDAD devait être dissimulé au public et rester à l'écart de tout examen judiciaire. L'enceinte du CEDAD était entourée de hauts murs et rien ne permettait de l'identifier comme agence de l'État ou encore moins centre de détention. Le pouvoir judiciaire, y compris la police et le ministère public, n'avaient pas accès au CEDAD. Les arrestations elles-mêmes étaient non seulement arbitraires, mais les victimes étaient entre autres soustraites à l'application de la loi pendant toute la durée de leur détention. Cette détention était en moyenne de plus d'une semaine et dans certains cas de plusieurs semaines. Les victimes étaient détenues dans de petites cellules dans des conditions désastreuses. J'attire votre attention sur vos écrans et je note que ces photos ont été prises en décembre 2013, donc un peu plus d'un mois après la fermeture du CEDAD. Les cellules étaient petites et surpeuplées. Les cellules n'avaient pas de toilettes. Il n'y avait pas d'installation médicale au CEDAD. La nourriture et l'eau n'étaient pas fournies en quantité suffisante aux détenus. Les détenus étaient régulièrement interrogés par les sélécats, souvent violemment,
au sujet de leur soutien présumé à Bozizé ou aux anti-Balaka. Les détenus n'étaient pas formellement inculpés et leur détention ne faisait l'objet d'aucun contrôle judiciaire. Les victimes n'étaient pas non plus autorisées à contacter leurs familles. Les membres des familles ne recevaient aucune information et elles se lançaient à la recherche donc de leurs proches. Certains passaient même à la radio pour solliciter des informations. D'autres allaient jusqu'à inspecter les morgues afin de voir si leurs proches étaient décédés. Sans aucune information, ils croyaient leurs proches décédés. Ces faits essentiels étayent les chefs d'emprisonnement et d'autres actes inhumains. L'accusation, Monsieur le Président, honorable juge, a reconnu la souffrance particulière des membres des familles en l'incluant dans le chef d'autres actes inhumains. Les souffrances endurées par les membres des familles des détenus étaient d'une gravité telle qu'elles revêtent un caractère similaire à ceux visés à l'article 7 du statut, aux actes, visés à l'article 7 du statut. À ce sujet, donc, je vous réfère à notre mémoire au paragraphe 306 à 311. Les membres de famille n'ont pas seulement été laissés à eux-mêmes, sans contact ni information, mais elles ont été également menacées et même torturées si elles parvenaient à trouver le site du CEDAD, comme l'a vécu un témoin. Et je vais aller en huis clos partiel, avec votre permission, Monsieur le Président. Juge président. Monsieur le greffier d'audience, s'il vous plaît, passons à huis clos partiel. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le procureur, je vous prie. Pendant leur détention, les victimes ont été physiquement et mentalement maltraitées à un point tel que leur traitement peut être assimilé à de la torture. Des détenus ont été sévèrement battus avec des planches de bois et des fusils pendant les interrogatoires. D'autres ont été brûlés avec un fer chaud et laissés debout au soleil, encagoulés pendant des heures.
au moins 10 détenus ont été attachés suivant la méthode de l'arbatachar. Comme il a déjà été mentionné, cette méthode, nous vous soumettons, satisfait au crime de torture, mais aussi au crime d'atteinte à la dignité de la personne. Enfin, le crime de persécution a également été commis à l'encontre des victimes du SEDAD. Les victimes ont été privées de leurs droits fondamentaux. Elles ont été prises pour cible pour des motifs politiques, ethniques, religieux ou sexistes. Le même modus operandi. Pour les détenus de l'OCRB et les détenus du SEDAD, n'est-ce pas, comme les victimes de l'OCRB, celles du SEDAD étaient presque exclusivement des hommes centrafricains chrétiens de l'ethnie Baya, Banda ou Manja. L'intention discriminatoire spécifique est mise en évidence par le modèle de comportement criminel et également tel que décrit dans les déclarations faites par les Séléka du SEDAD pendant la période visée. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, les éléments de preuve établissent également qu'il existe des motifs substantiels de croire que les crimes d'emprisonnement, de torture, de traitement cruel, d'autres actes inhumains, d'atteinte à la dignité de la personne et de persécution ont été commises à l'encontre des détenus et que d'autres actes inhumains ont été commis à l'encontre de leurs proches qui n'étaient pas informés donc de leur sort. La responsabilité pénale individuelle de M. Saïd au SEDAD peut se décrire de la manière suivante. M. Saïd est accusé d'avoir apporté son aide, son concours ou de toute autre forme d'assistance à la commission des crimes au SEDAD au titre de l'article 25.3c. À titre subsidiaire, on reproche à M. Saïd d'avoir contribué de toute autre manière à la commission de ces crimes par un groupe de personnes agissant de concert au titre de l'article 25.3d. Plusieurs témoins insiders ont déclaré que M. Saïd avait directement contribué aux crimes reprochés.
Le témoin 3029 a également vu du sang et des vêtements sur le sol de l'enceinte, ce qui confirme une fois de plus que des mauvais traitements ont été infligés au Cédad. Des voisins de l'enceinte du Cédad ont rapporté avoir entendu les cris de personnes se faisant maltraiter. Enfin, l'enceinte était petite et ses cellules étaient visibles à la fois de l'entrée et du bâtiment des bureaux. Il est inconcevable qu'une personne fréquentant régulièrement le Cédad n'ait pu remarquer aucun des détenus qui s'y trouvaient. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, permettez-moi de conclure ma présentation. Nous soumettons que sur la base des faits essentiels exposés dans le document de notification des charges, soutenu par notre liste des éléments de preuve et tel que résumé dans le mémoire de préconfirmation, il convient de confirmer les charges et l'ensemble des modes de responsabilité et pour la manifestation de la vérité, de renvoyer M. Saïd en jugement. Je vous remercie de votre attention. Le Président, merci beaucoup, Monsieur le procureur. Il est presque 16 heures. Merci d'avoir fini à l'heure. Enfin, juste avant 4 heures, d'ailleurs. Le planning pour demain est le suivant. Je donnerai la parole au Conseil pour les victimes de l'OPCV. C'est à peu près tout. Je remercie tout le monde. Je remercie bien sûr nos interprètes, nos sténotypistes, les gardes, etc. Tout le personnel qui a contribué à cette audience. Donc on se reverra demain à 9h30. Bonne soirée à tous. Veuillez vous lever.